Ok. Ben, écoutez, bonjour à tous et veuillez nous excuser pour le petit retard dû à un souci technique. On va commencer par se présenter respectivement. Du coup, moi, je suis Camille Degé, je suis médecin anesthésiste. Et je suis Marilène Cressin, je suis sage-femme. On travaille toutes les deux du coup à la maternité du pôle santé d'Arcachon. Et aujourd'hui, on va vous parler de la prise en charge de la douleur autour de la naissance. On va commencer par vous faire une petite généralité sur ce qu'est la douleur, ce qui se passe quand on a une douleur dans le corps, et puis venir plus spécifiquement parler de ce qui se passe pendant le travail et jusqu'après la naissance. Voilà. Parti. Alors d'abord vous dire que la douleur, c'est quelque chose ressenti par le corps ou le psychisme et qui est défini comme étant une sensation, une expérience vécue comme étant désagréable. Alors c'est une sensation qui est subjective parce qu'effectivement elle dépend de l'environnement dans lequel on se trouve, de l'histoire qu'on peut avoir et du coup selon les personnes, la douleur, une même douleur peut être ressentie de manière différente de l'un à l'autre. Vous rappelez aussi que la douleur a un rôle utile en fait pour l'organisme puisqu'il permet généralement de faire réagir et de se protéger contre un stimulus qui peut être soit mécanique, soit chimique, soit thermique. Et que du coup, en ce sens-là, la douleur a vraiment une fonction de mémoire pour le corps. C'est ce qui fait que quand vous allez mettre la main sur une flamme, vous allez sentir le chaud et du coup retirer votre main. Donc ça, c'est la fonction d'alarme qui se met en route pour vous faire réagir et que vous n'allez pas remettre la main normalement dans la flamme. Et ça, c'est la fonction de mémoire qui se met en route. Non. Alors la douleur a trois composantes en fait, une composante émotionnelle dans laquelle on va placer tout ce qui est nos angoisses, nos peurs, la façon dont on vit la douleur, est-ce que c'est une situation stressante ou pas et voilà, donc ça va avoir une grande part et on en reparlera tout à l'heure effectivement. Il y a une composante cognitive et là on met plus un petit peu tout ce qui est... Oui, c'est ça, c'est l'interprétation, la signification qu'on donne à cette douleur, l'intégration dans les expériences antérieures, les croyances. En fait, c'est notre conscience, comment notre conscience interprète cette douleur pour en faire quelque chose et comment donc on y réagit. Et la dernière composante, c'est la composante sensorielle que je vais détailler, qui est vraiment... les caractéristiques même de la douleur, à savoir son intensité, son type, sa localisation. Donc ça, c'est un schéma, c'est vraiment de l'anatomie, c'est pour comprendre bien les bases de la douleur, à savoir qu'on peut considérer que la douleur est constituée par une chaîne qui irait du cerveau à la périphérie. La moelle épinière, donc ça, vous avez toutes entendu parler de cet organe. La moelle épinière, c'est une structure qui passe à travers la colonne vertébrale et entre chaque vertèbre, donc à chaque espace intervertébral, comme on dit, elle va distribuer des racines qui vont donc sortir par les vertèbres, qui vont former des nerfs et qui vont se répartir sur l'intégralité du corps. À chaque niveau, donc à chaque niveau de vertèbre correspond une zone de peau, une zone osseuse et éventuellement des viscères qui vont donc être reliées à des voies nerveuses par niveau. Donc chaque zone du corps, c'est ce que vous voyez à droite avec le schéma du corps, de la surface du corps répartie et divisée en lignes. En fait, à chaque surface du corps correspond une racine qui sort de la moelle épinière. Donc, si on s'intéresse par exemple au bas du ventre, on voit que c'est plutôt les racines qui sortent du bas de la moelle épinière au niveau du thorax, au niveau dorsal. Ça va nous aider à comprendre un petit peu comment on peut travailler sur la douleur. Donc, dans toutes ces structures, dans cette chaîne impliquée dans la douleur, tout commence finalement par des récepteurs
des récepteurs qui sont placés au niveau de la peau, des organes, des os, des articulations, des muscles. Et ce sont des récepteurs mécaniques, donc qui vont être sensibles à l'étirement, à la pression, ou des récepteurs thermiques qui vont être sensibles au chaud ou froid, des récepteurs chimiques et des récepteurs inflammatoires. Ces récepteurs, en fait, vont être activés ou désactivés et intensifiés ou au contraire atténués tout simplement par des petites structures, enfin par des protéines, en fait, voilà, pour faire simple. Des protéines qui vont transmettre ensuite cette douleur le long de la chaîne de la douleur. On parle donc d'intégration du signal douloureux, c'est-à-dire que des récepteurs, donc de l'activation des récepteurs qui sont en périphérie, qui constituent le point de départ du signal douloureux. On va remonter jusqu'au cerveau qui va constituer la partie consciente en fait de la douleur. Et sur tout le long de ce trajet, on va avoir des structures qui vont rajouter des informations et qui vont faire que cette douleur est intégrée différemment d'une personne à l'autre. Et c'est ici qu'on a pu voir, on a déjà parlé donc des trois composantes. La composante sensorielle, en fait, représenterait la périphérie, donc typiquement les récepteurs et la moelle épinière. Et c'est donc le point de départ. Le long du trajet, on va incorporer la dimension, la composante émotionnelle, alors qui est portée par d'autres structures. Et là, c'est pareil, ces structures, elles sont acquises au fur et à mesure de notre évolution. Elles vont être plus des organes très archaïques qu'on peut retrouver dans l'évolution chez les animaux un peu plus primitifs. Donc, c'est une interprétation de la douleur qui va être plus archaïque, en fait. Est-ce que l'activation de ces récepteurs déclenche un stress, une attitude pour en fait échapper au danger? Voilà, c'est des choses très basiques, très spontanées, en fait. Et le dernier niveau, eh bien, c'est la partie cognitive qui, là, est vraiment intégrée et vraiment décortiquée par le cerveau, notamment le cortex cérébral, qui est le support de notre conscience. Et ce message, avec toutes les informations données par les autres structures, va être donc analysé par le cerveau dans le but de produire une réaction, mais une réaction appropriée. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose, donc c'est là le point de départ de tout ce qu'on peut faire au cours du travail et de l'accouchement, c'est comment on arrive à moduler cette douleur, ce signal douloureux, qui typiquement va être le même au niveau périphérique, c'est-à-dire stimulation de récepteurs et initiation d'un message douloureux, et comment faire pour que ce message douloureux soit le mieux vécu ou le moins mal vécu. Donc, ce que je voulais peut-être ajouter, oui, qui est important à garder en tête, c'est qu'effectivement, quand on vit une expérience désagréable, donc quelque chose de douloureux, tout de suite, votre organisme en fait va mettre en place des choses pour vous protéger. Et notamment dans les choses pour vous protéger, il y a une sécrétion d'endorphine. Donc ça, c'est notre morphine naturelle qui va être sécrétée assez rapidement pour venir diminuer cette intensité. Donc, gardez toujours à l'esprit qu'effectivement, tout de suite, votre corps, quand vous avez une sensation douloureuse, travaille pour vous pour diminuer cette sensation. Et ça va être important, effectivement, pour la suite, de garder ça en tête, que votre corps sait déjà faire des choses pour que vous ayez moins mal, en fait. Moi, j'avais pris un petit peu l'exemple de cette chaîne de la douleur qui pourrait être un système avec des cordes, des poulies, où tout serait un petit peu relié. Et finalement, en tirant à des niveaux différents sur des cordes ou sur des poulies, on arriverait à moduler le résultat du signal.
sachant bien que les émotions et notre façon de réagir provoquent tout simplement à chaque fois des sécrétions d'hormones et de protéines, et que quand on dit psychosomatique, c'est là en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des phénomènes chimiques qui sont derrière tout ça, et que ce sont vraiment des phénomènes réels. On ne peut pas toujours tout doser et prouver scientifiquement, mais les émotions entraînent des sécrétions d'hormones, et ces hormones vont avoir un impact positif ou négatif sur des récepteurs qui vont faire qu'on réagit plus ou moins bien à la douleur. Voilà. Donc, c'est pas des choses métaphysiques, en fait, ce sont vraiment des phénomènes physiques et chimiques. Voilà. Donc, on va voir comment on peut jouer sur la douleur. Donc, voir d'abord dans un premier temps les choses qui peuvent majorer cette douleur, faire que effectivement ça soit vécu de manière encore plus désagréable que ça ne l'est déjà. Donc, l'environnement défavorable, et dans l'environnement, on met surtout, par exemple, des lumières très vives, le froid, le bruit, tout ça sont des facteurs qui vont majorer l'intensité de la douleur. Un état psychologique effectivement fragilisé, quand on est déjà dans une période voilà, où on n'est pas bien, ben, on va encore moins bien vivre ce qu'on ressent à ce moment-là. Le contexte de la douleur, et ça je crois que c'est important parce que finalement la douleur de l'accouchement est à peu près une des seules douleurs vécues par le corps qui a un objectif quand même positif à garder en ligne de mire tout le temps, à savoir l'arrivée de ce bébé. Et effectivement, ça peut changer la donne sur la façon dont on vit les choses. L'état de fatigue, bien sûr, que plus on est fatigué et moins on gère les choses, quelque chose qu'on gérerait d'habitude assez facilement, plus on va être fatigué et moins on va le supporter. Le stress aussi, et en ce sens-là, ce sur quoi je voulais insister, tout à l'heure on a dit, quand on a mal, le corps va faire sécréter des endorphines pour qu'on ait moins mal. Le stress fait l'effet inverse, ça veut dire que quand on a un stress, une peur, une angoisse, on va sécréter de l'adrénaline, puisque c'est notre hormone de fuite. Ça veut dire que quand on a mal, il y a un danger, il faut fuir. Et donc, on sécrète de l'adrénaline, encore revenir au réflexe archaïque pour courir vite et s'enfuir du danger. Et le truc, c'est que l'adrénaline va s'opposer aux endorphines qu'on avait commencé à sécréter. Donc, effectivement, plus on a de stress, plus on a de peur, et plus on va diminuer le travail que le corps était déjà en train de commencer à faire pour se soulager. Donc, c'est un critère très, très important sur lequel il faut réussir à travailler, effectivement. L'intensité de la douleur, effectivement, va faire qu'on la ressent plus fort. La durée, c'est sûr qu'avoir des contractions pendant plusieurs heures, ça peut être vécu plus difficilement que juste se cogner le petit orteil quand on passe près d'une table, parce que ça ne dure pas longtemps. Donc là encore, on a effectivement la temporalité qui va jouer. Et puis le fait d'avoir vécu d'autres douleurs ou en même temps ou avant qui viennent se surajouter, ça se majeure à chaque fois. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire majorer cette douleur, et à l'inverse, bien sûr, connaissant tous ces critères, on va pouvoir jouer dessus pour pouvoir faire diminuer cette douleur. Donc, en opposition, effectivement, un environnement rassurant, ça va être une des premières choses. Donc, dans l'environnement rassurant, on va penser lumière tamisée, on va penser chaleur, puisque le chaud détend, on va penser personne rassurante à ses côtés, on va penser musique, pourquoi pas, ça peut être pour certains des odeurs aussi, des odeurs de gâteau au chocolat, de bougies, de parfums qui peuvent apaiser. Donc l'environnement dans lequel on se place, et notamment à l'accouchement, est vraiment capital et va commencer déjà à faire diminuer la douleur. Le soutien est capital, le soutien par un accompagnant qui peut être le papa, qui peut être une maman, qui peut être une meilleure amie, qui peut être la sage-femme, les médecins. Voilà, donc toutes les personnes qu'on a autour qui vont être des personnes plutôt apaisantes et bienveillantes, c'est capital. Ça va être plus facile de gérer une douleur quand on est bien accompagné que quand on est tout seul. Le bon état psychologique, effectivement, ça, c'est évident que quand on va bien dans sa tête, on va plutôt bien dans son corps. Le contexte positif de la douleur, c'est de ce dont on parlait tout à l'heure, effectivement, de se dire qu'il y a un objectif positif à ce qu'on ressent, et que ça permet finalement de se surpasser et de continuer, d'aller au-delà de ce qu'on ressent.
le repos, la sérénité, être voilà, paisible vis-à-vis de ce qu'on vit, ça aide. Les positions antalgiques, vous avez remarqué que quand on a mal, par exemple mal au ventre, spontanément, on va se positionner dans une position justement qui diminue cette sensation désagréable. C'est souvent effectivement les positions allongées sur le côté, les positions dites fétales. Donc ça, c'est important. Ça peut être accroupi, ça peut être à quatre pattes. Tout ce qui vient à ce moment-là et qui fait moins mal va être important à favoriser. Et puis, inhiber les récepteurs à la douleur, ça va être plus avec les, voilà, les médicaments. Voilà, les médicaments, les techniques côté chimique, en anesthésie. Voilà. Donc là, vous voyez que autant, évidemment, on est des humains, des soignants, donc on peut vous aider sur vraiment tous les aspects, vous aider à penser à des positions qui vont vous soulager. S'il y a un petit vent de panique, vous aider à relâcher un petit peu la pression, tout simplement être bienveillant envers tout le monde. Ça, c'est vraiment une chose dont on s'est aperçu les dernières années, que la communication positive, la façon de s'adresser, la façon de parler de tout avec des mots plutôt rassurants, bienveillants et positifs avait un énorme impact sur les gens qui venaient à l'hôpital. Donc ça, tout ça, on le sait bien. Et donc, voilà, ça fait partie du tout. Et après, évidemment, il nous reste à inhiber les récepteurs, parce que ça, on sait faire. On a quelques pistes pour savoir. Et donc, en fait, nous, notre intervention médicamenteuse, en fait, et médicale, tout simplement, ça va être vraiment l'action sur les récepteurs, sur la partie sensorielle pure et dure de la douleur. Et vous voyez que du coup, c'est une petite partie par rapport à tous les autres éléments qui vont pouvoir faire diminuer ce ressenti. Donc, ça veut dire que vous avez déjà plein d'éléments que vous pouvez mettre en place tout seul, spontanément. Vous avez déjà plein d'outils, en fait, pour avoir moins mal, et qu'il n'y a pas que les médicaments, effectivement, qui vont venir agir. Du coup, on va se pencher un petit peu plus sur la partie obstétricale, puisque c'est quand même ce pourquoi vous allez être là. Vous rappelez du coup la petite définition de ce qu'est réellement le travail. Donc le travail, c'est quand on a des contractions de l'utérus, donc régulières, rapprochées, assez intenses, il est vrai, qui vont amener à une dilatation du col de l'utérus. Très souvent sur le dernier trimestre, sur le dernier mois, pardon, de la grossesse, vous allez commencer déjà à avoir des contractions, mais qui sont irrégulières, qui sont de faible intensité, qui sont de manière très anarchique. On en a pendant quelques heures, puis ça s'arrête, ça revient quelques jours après, et le col ne bouge pas encore. Donc là, on est sur quelque chose de pré-travail. On est plutôt à l'entraînement avant le match, si vous voulez. Donc le travail, c'est vraiment le match qui démarre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une dilatation du col. Des contractions sans modification du col, on ne parle pas encore de travail. Donc ça, c'est important de garder en tête, effectivement. Pour autant, il va se passer des choses avant que vous soyez en travail, et vous aurez peut-être besoin de mettre en place déjà les premiers outils dont on va parler. Mais le travail ne démarrera strictement que quand le col va se modifier. Alors, pourquoi est-ce que ça fait mal? Ça fait mal d'une part parce que l'utérus est un muscle vraiment important, un gros muscle, et qui va devoir se contracter vraiment fort et longtemps pour pouvoir faire sortir ce petit bébé. Sur l'utérus et sur le col, surtout sur le col, en fait, il y a beaucoup de récepteurs qui sont des récepteurs sensibles à l'étirement et à la pression. Donc, ces récepteurs vont être effectivement activés. Et puis, il y a tous les récepteurs qui vont être activés, parce que finalement, c'est presque un peu une épreuve sportive que vous faites, enfin que l'utérus fait, et que du coup, à ce moment-là, il y a encore des substances qui sont sécrétées comme l'acide lactique, et les sportifs connaissent bien ça, parce que quand on court, voilà, les muscles sécrètent cet acide lactique. Quand cet acide lactique est conservé de manière trop importante dans le muscle, il crée le phénomène de crampe. Donc, il y a ça qui se joue aussi au niveau de l'utérus, tous ces récepteurs qui sont activés et qui font que, oui, une contraction de l'utérus, c'est vécu comme une sensation désagréable pour le corps. Donc, pendant le travail, on distingue 3 phases. La première phase, qui est une phase lente, qui est en termes de dilatation de, on va dire, 0, un col fermé, jusqu'à 4 cm.
Une deuxième phase qui est plus rapide, qui est de 4 cm jusqu'à 10 cm, 10 cm étant acté comme la dilatation complète. Et puis une troisième phase qui est la phase dite d'expulsion, c'est un terme spécifique, et c'est vraiment le moment où le bébé va sortir. Donc on va reprendre un peu toutes ces phases pour vous donner un petit peu les outils, ce sur quoi vous pouvez agir à chaque période du travail pour vous soulager. Donc cette première phase, effectivement, c'est une phase qui est très lente, qui peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, surtout pour un premier bébé. Il faut savoir que le corps a beaucoup de travail à faire à ce moment-là. Votre col, il doit changer de position, il doit changer de consistance, il doit changer de longueur et il doit surtout développer plein de petits récepteurs qui vont être sensibles aux contractions. Tant qu'il n'a pas fait tout ça, il ne va pas pouvoir s'ouvrir. Donc effectivement, ça lui demande du temps. Quand c'est la première fois qu'il le fait, ça lui demande encore plus de temps. Pensez pour un deuxième, un troisième, quatrième bébé, le corps garde la mémoire, on en a parlé. Et puis, il va pouvoir remettre ça en place plus rapidement. Donc, cette phase va se raccourcir, mais malgré tout, ça reste une phase lente. Où les contractions sont encore un peu irrégulières, ressenties pas forcément de manière très intense. Et puis, au fur et à mesure des heures, elles vont se régulariser et s'intensifier. Et je dirais que la régularité est vraiment le critère le plus important par rapport à l'intensité. Ne vous fiez pas forcément à l'intensité pour savoir si ça a démarré ou pas, mais à la régularité, au fait qu'elles arrivent toutes au même intervalle et avec cette même sensation. Ça, c'est capital. Du coup, la première chose que vous allez pouvoir mettre en place pour gérer la douleur, c'est la respiration abdominale. Par opposition à la respiration thoracique, la respiration thoracique, c'est une respiration qui est courte, qui est rapide, qui est souvent très anxiogène. C'est une respiration où on respire très très vite, où on a tendance à beaucoup accumuler d'oxygène et du coup fabriquer beaucoup d'acide lactique. Et on a dit tout à l'heure que l'acide lactique, ça favorise les crampes. Donc ça aide pas forcément l'utérus à se relâcher. À l'inverse, la respiration abdominale est une respiration plutôt calme, plutôt ample et apaisante. Donc il faut vraiment venir respirer avec le ventre. Et ça joue sur les trois composantes dont on a parlé tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, le fait de respirer permet de détourner l'attention puisqu'on est concentré sur sa respiration, à voir son ventre se soulever, s'abaisser au rythme de sa respiration. Ça permet de jouer sur la composante émotionnelle puisque c'est considéré comme une technique de relaxation en fait. Ça va aider à se focaliser sur ce va-et-vient qui est apaisant. Et puis, ça va jouer sur la composante sensorielle puisque ça apporte une bonne oxygénation et du coup, ça diminue la concentration d'acide lactique dans le muscle utérin, en fait. Donc ça, c'est vraiment la première chose à mettre en place. La deuxième qui est très, très efficace, c'est l'eau chaude, donc soit douche, soit bain, selon ce que vous avez. Qui là encore, vous voyez que cette technique, elle joue sur les trois composantes de la douleur. L'eau chaude apportant effectivement un soulagement physique, on est léger dans l'eau, ça permet vraiment de lâcher prise. Ça apporte une détente et dans le corps et dans l'esprit. Ça fait souvent avancer le travail plus vite puisque ça permet aux muscles et aux tissus de mieux se relâcher. Donc, le col a tendance à se relâcher plus facilement. Et là encore, on a une meilleure oxygénation. Donc, ça joue sur tous les points de la douleur. Donc, pensez effectivement, ça c'est des choses que vous pouvez faire à la maison. Commencez à bien respirer et allez vous prendre un bon bain chaud, une bonne douche chaude. Ça reste un des meilleurs éléments pour vous soulager. Après seulement, on va pouvoir rajouter des moyens médicamenteux. Donc, les petites choses que vous pouvez faire déjà à la maison, c'est associer du paracétamol et du spasfon. Mais ça, on vous en reparle quand vous nous appelez pour qu'on vous oriente un petit peu sur quoi faire. C'est des médicaments qui vont agir directement sur les récepteurs sensoriels. On peut nous rajouter d'autres médicaments qui seront, une fois que vous serez en structure, à la maternité, à savoir par exemple la Tarax, qui est un anxiolytique, qui va jouer plus sur le versant émotionnel, dont on disait tout à l'heure, diminuer le stress, diminuer les angoisses qu'on peut avoir. Et puis utiliser le Nubin, qui est un antalgique qui mime un petit peu qui agit un petit peu sur les mêmes récepteurs que les récepteurs à la morphine. Bien entendu, tous ces médicaments sont compatibles pour vous et pour bébé. Hein. On est responsable de la bonne santé de maman et de bébé, donc il est évident qu'on met des traitements qui sont compatibles pour l'un et l'autre. L'autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est le repos. C'est vrai que
on dit toujours qu'il faut bouger pendant le travail. Alors oui, c'est bien, il faut bouger, mais on va dire que c'est plus intéressant de bouger sur la deuxième phase du travail pour aider bébé à vraiment descendre dans le bassin et bien se positionner. Sur la première partie du travail, et a fortiori si le travail promet d'être un peu long, parce qu'on ne sait jamais d'avance, vous avez tout intérêt quand même à vous octroyer des phases de repos dans une position antalgique, comme on parlait tout à l'heure, mettre en place pourquoi pas des techniques de relaxation type sophrologie, voilà, avec de la musique, pour pouvoir vous détendre le plus possible et jouer là encore sur deux composantes essentielles de la douleur. Ensuite, vous pouvez également mettre en place des postures, notamment sur les gros ballons de gym. Alors, probablement que les sages-femmes libérales vous en ont parlé. Sinon, on vous remontre ici, quand vous êtes en début de travail, toutes les postures que vous pouvez faire qui vous aident à prendre des bonnes positions pour avoir moins mal, qui, là encore, permettent de faire avancer le travail et qui vont venir toujours détourner un petit peu l'attention de la douleur, pas être focalisé sur j'ai mal au niveau du ventre, mais du coup je suis concentrée sur ma respiration, je suis concentrée sur les petits mouvements que je suis en train de faire sur le ballon, sur le massage que la personne accompagnante est en train de faire, notamment au niveau du bas du dos. Et du coup, ça va encore permettre effectivement de diminuer la douleur en gérant sur toutes ces composantes. Donc tout ça, c'est des choses faciles qui ne méritent pas forcément d'intervention médicale, on va dire, et que vous pouvez mettre en place de vous-même et dès la maison, dès les premières contractions qui seraient vécues de manière désagréable. D'ailleurs, d'où l'intérêt de la présence de l'accompagnant au cours de préparation à l'accouchement. Parce que quand on a mal, on ne pense pas forcément à toutes ces petites choses qui peuvent aider, mais le conjoint, lui, il peut se souvenir d'une technique de massage ou d'un moyen de vous soulager, et donc prendre un petit peu la main en disant allez, on va faire ça pour aider un petit peu. Donc ça, c'est pour ça que c'est bien de faire la préparation à deux. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on effectivement vient de résumer. C'est important de bien vous préparer. Donc même si c'est un deuxième, un troisième bébé, effectivement, pour reprendre un petit peu les notions de toutes ces techniques-là, comprendre ce qui se passe dans votre corps, c'est important qu'on vous montre ce qui se passe réellement. Gardez en tête que oui, effectivement, mettre au monde un bébé, c'est long, ça fait mal, mais c'est surtout se rappeler que c'est normal, que tout ce que vous allez ressentir sont des douleurs physiologiques et que c'est normal que ça passe pas inaperçu, je dirais. Donc, toujours garder l'objectif positif en tête, c'est ce qu'on disait, effectivement, que ces contractions, en fait, elles sont vos alliés, elles vont travailler pour vous, avec vous, pour faire venir votre bébé au monde. Donc, c'est pas quelque chose contre lequel on doit lutter, mais c'est quelque chose vraiment qu'on doit accepter et travailler avec, se dire je vais dans le même sens que les contractions parce qu'on travaille ensemble pour que ce petit bébé arrive. Et toujours effectivement garder confiance en vous, garder à l'idée que vous avez toutes les ressources en fait pour pouvoir gérer tout ça comme depuis des milliers d'années. Donc vous aussi, il n'y a pas de raison. Sur la deuxième phase du travail, donc on a dit c'est la phase de 4 cm à 10 cm. Donc là, on est dans une phase vraiment dite active où il se passe beaucoup plus de choses. La dilatation arrive plus vite. Autant avant, on a passé peut-être plusieurs heures à gagner 1 cm. Autant là, les choses s'inversent. En 1 heure, on peut gagner plusieurs centimètres. Donc là, les contractions sont vraiment régulières, sont plus intenses. On est souvent déjà en salle de naissance, mais on peut être encore dans sa chambre ou à la maison. Mais il ne faut pas tarder à arriver. Et voilà, du coup, là, il va y avoir d'autres choses qu'on peut mettre en place pendant cette deuxième phase du travail. Bien sûr que la respiration reste toujours capitale, on ne l'a pas remis, mais c'est évident, hein, ça vous le démarrez dès le début. Et je dirais, plus vous le mettez tôt en place, votre respiration abdominale, plus ça devient automatique et vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Et là, en fonction finalement de votre projet de naissance, si vous avez plutôt envie de quelque chose plus ou moins médicalisé, selon comment le travail évolue, est-ce que c'est un travail rapide ou au contraire, ça fait déjà quelques heures, voire quelques jours que vous êtes là parce que vous auriez perdu les os, parce qu'on aurait dû déclencher. En fonction aussi du bien-être du bébé, on est d'accord que
que si bébé avait besoin qu'on accélère un petit peu le travail, on peut être amené à proposer d'autres techniques. Donc, tous ces critères-là vont rentrer en jeu pour finalement vous aider à choisir quelle technique peut vous convenir à ce moment-là. Bien sûr que nous, on peut vous orienter en fonction de l'évolution du travail et des critères qu'on a de notre point de vue. C'est vraiment un échange entre vous et nous. Donc, ces techniques, ça peut être en premier lieu le bain chaud. Le bain chaud, on a dit tout à l'heure qu'il agit sur les 3 composantes cognitives, émotionnelles et sensorielles de la douleur. Donc, ça peut être effectivement une très, très bonne solution, sans forcément avoir l'idée d'accoucher dans l'eau. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, garder l'idée de la balnéothérapie pendant le travail. Et on peut sortir de l'eau après si on en a envie. Pouvoir utiliser un gaz qui s'appelle le Méopa, qui est un gaz de protoxyde d'azote qu'on utilise beaucoup aux urgences avec les enfants souvent. C'est un gaz que vous gérez vous-même en fait et qui permet de déconnecter un petit peu. On est là mais sans être là, donc on a toujours contact ensemble, on peut parler, voilà, on échange, mais ça permet de se déconnecter un petit peu de ce qui se passe réellement. Donc là, on joue vraiment sur la composante émotionnelle et sensorielle. Et puis viendra aussi l'autre solution, qui est l'anesthésie péridurale, qu'on va un peu plus détailler après, qui, elle, vient jouer vraiment sur les récepteurs sensoriels. Donc ces 3 techniques-là, en gros, ça peut être au choix, finalement, l'une ou l'autre, ou ça peut être l'une puis l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aller passer 1 heure ou 2 dans le bain et se dire que ça ne convient plus et pouvoir enchaîner avec une péridurale, ça c'est possible. On peut avoir un travail très très rapide où finalement il reste pas longtemps à tenir avant que bébé arrive et se contenter finalement juste du masque. Et voilà, les techniques sont cumulables, on va dire. Et vous rappelez qu'il n'y a pas une technique qui convient à tout le monde et on ne sait pas d'avance ce dont on aura besoin. C'est pour ça que finalement on est en train de vous faire une petite caisse à outils avec plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Et puis il y en a un qui va vous convenir un temps et puis finalement on va changer, on va en utiliser un autre. Voilà, ils sont cumulables. Et voilà, il n'y a pas une bonne technique, il y a celle qui vous conviendra à vous à ce moment-là précisément. Donc, ça vous fait un grand panel pour pouvoir vous aider à vivre au mieux ces sensations. Moi, c'est ce que je dis souvent aux dames que je vois en consultation d'anesthésie, donc au 8e mois. C'est vrai que l'équipe de sages-femmes est quand même assez, de toute façon, bienveillante évidemment, mais vous pouvez avoir des conseils, elles prennent en compte votre souhait. Je pense qu'elles arrivent rapidement à savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt zen? Est-ce que vous avez encore beaucoup de ressources, même si vous vous sentez épuisé? Finalement, elles savent elles connaissent un petit peu le stade du travail et elles peuvent parfois vous dire, allez, là, ça vaut le coup de tenir un peu le coup. On prend un petit peu le gaz, mais vous êtes au bout. Tenez le coup. Vous vouliez essayer de faire sans la péri. Courage, on y est presque, ou bien au contraire dire écoutez, le chemin est encore un petit peu long, le bébé n'est pas encore là, vous êtes fatigué, peut-être que c'est le moment de prendre un peu de repos, d'avoir une péri, de vous reposer pour que le bébé arrive dans de meilleures conditions pour lui et puis pour vous aussi et pour votre ressenti. Donc en fait, c'est vraiment, je pense, un dialogue à avoir avec elles et surtout, c'est vraiment un centre où, de toute façon, elles n'ont aucun intérêt à aller vers une ou autre technique si ce n'est votre bien-être et le bien-être du bébé. Et elles sauront aussi vous dire, eh bien là, je pense que on ne peut pas, par exemple, le bain ne se prête pas à ça, le bébé est fatigué aussi, peut-être qu'il faut passer un petit peu l'étape médicalisée supérieure. Voilà, donc c'est une relation de confiance, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager vos sensations et des questions auprès de l'équipe. Voilà. Donc maintenant, la partie technique de la péridurale, cette fameuse péridurale. Le but de cette péridurale, c'est de bloquer la transmission du signal douloureux entre la périphérie, ça on l'a vu, et la moelle épinière. Donc en fait, on voit qu'on est au niveau vraiment des racines nerveuses.
Vous voyez sur le, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas sur le schéma du milieu, en fait le schéma du milieu représente l'utérus et le périnée, et en fait on voit que l'utérus est innervé, c'est les petits cordons bleus que vous voyez, l'utérus est innervé par les racines qui viennent des vertèbres lombaires, donc là, vous avez dû entendre, on en parle quand on a des sciatiques L1, L2, L3, L4. Donc en fait, l'utérus est plutôt innervé par ces racines assez hautes du rachis lombaire. Et en revanche, le périnée est innervé par des racines qui sortent très bas au niveau du sacrum. Le sacrum, c'est le petit os qui se trouve au niveau du bassin, en fait. Voilà. Au niveau du bassin, entre le bas du rachis lombaire et le coccyx. Et en fait, du coup, l'idée, c'est de se mettre finalement entre les deux pour qu'on puisse endormir la zone de l'utérus qui fait mal avec des contractions douloureuses et un peu plus bas au niveau des racines du sacrum pour le passage du bébé au niveau du périnée. Voilà. Alors, on va piquer au niveau L3, L4. Ça, L3, L4, ça veut dire entre la vertèbre L3, la troisième vertèbre lombaire, et la vertèbre L4, donc dans cet espace-là, ou bien entre L4 et L5. Donc, on fait une ponction. La position, nous, c'est vrai qu'à Arcachon, on fait souvent en position assise. On peut aussi faire sur le côté. C'est vraiment une question d'habitude. En tout cas, voilà, c'est une question d'habitude, ça ne change pas grand-chose pour vous. Le but étant surtout d'avoir une position confortable, ce qui n'est quand même pas toujours facile quand on a des contractions un petit peu régulières et douloureuses. Donc, comment on procède? On fait une anesthésie locale de la peau et du tissu sous-cutané, donc de ce qu'il y a juste sous la peau, parce que c'est ça qui est douloureux. Ensuite, toutes les structures qu'on aura à passer, ce sont des sensations qui sont étranges, puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir des contacts à cet endroit-là, mais c'est pas ça qui est douloureux. On va attendre qu'une contraction soit passée. C'est des raisons techniques, en fait. D'une part pour votre confort, parce que souvent c'est difficile de rester parfaitement immobile quand on a une contraction, et d'autre part tout simplement parce qu'à chaque contraction, les veines qui sont à cet endroit-là sont un peu dilatées et que le risque pour nous de toucher une veine est plus important. C'est pas grave, mais ça pourrait mettre en échec le processus. Donc, on va ponctionner donc, avec l'aiguille jusqu'à arriver à ce fameux espace péridural. Et quand on est dans cet espace péridural, on glisse un petit tuyau, ce qu'on appelle le cathéter, qu'on va bien positionner. Ensuite, on va retirer l'aiguille et il restera juste ce tuyau qui est très souple, qui restera dans votre dos et qu'on fixe à l'aide d'un pansement. C'est très très bien fixé, on a un super système de fixation et ça vous permet de rouler dans le lit si vous voulez sans aucun problème. Pour la gestion de la péridurale, il faut savoir qu'elle a un délai d'action de 30 minutes et que chaque dose que vous recevez va faire effet environ 1 heure. Ça, en tout cas, ce sont les résultats des péridurales avec le produit qu'on utilise chez nous et nos protocoles à nous. Donc, en gros, du cathéter qui sort de votre dos, on y relie une solution et tout ça est géré par une pompe. C'est le petit appareil que vous voyez sur la droite de la diapositive. Donc, nous, on met en place des réglages. Ces réglages vont dire combien de millilitres par heure on met. Est-ce que c'est continu ou est-ce que c'est une petite quantité toutes les heures. Et ensuite, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton pour avoir des doses supplémentaires, sachant évidemment qu'on sécurise cette chose-là pour ne pas que vous receviez trop de doses et qu'il n'y ait pas des complications de cette péridurale par le fait d'appuyer trop souvent comme ça. Voilà. Donc, on vous explique sur le moment comment ça marche. Et puis, si ces réglages ne suffisent pas, eh bien évidemment, on nous fait appeler et puis on revoit un petit peu avec vous ce qu'on peut changer, ce qui peut améliorer les choses.
Je crois que c'est quand même important juste de garder en mémoire que c'est une technique qui est très habituelle pour nous et bien maîtrisée. Et pour autant, c'est une technique spécifique qui prend du temps. Donc, à partir du moment où vous nous énoncez l'envie, le besoin d'avoir une péridurale et le moment où vraiment cette péridurale va être efficace, il va se passer un petit peu de temps. Déjà, il faut que vous soyez en salle de naissance, mais peut-être qu'on en reparle après. Voilà, ça ne se met pas dans la chambre et encore moins à la maison. Et effectivement, il faut le temps que ça fasse de l'effet. Ce n'est pas de la magie, donc il faut garder en mémoire effectivement que les contractions, les sensations que vous avez ne vont pas s'arrêter tout de suite, mais que ça va être progressif dans la demi-heure, l'heure qui suit la mise en place de la péri. Oui, sachant que l'histoire naturelle des contractions, c'est plutôt d'aller en s'accentuant qu'en diminuant. Donc, si vous sentez que vous êtes déjà un petit peu limite, il faut se dire, souvent, entre le moment où on demande, où la sage-femme nous appelle, et le moment où vraiment la péridurale, ça y est posée, a fait effet, il peut se passer 1 heure sans aucun problème. Donc, il faut aussi être conscient de ça, que ce ne sera pas instantané et que, oui, il peut y avoir un petit peu de délai. Les résultats de la péridurale, alors techniquement, c'est la plus efficace contre la douleur du travail obstétrical, au sens bénéfice et risque. C'est-à-dire que c'est la chose, la solution la plus localisée qu'on puisse vous proposer et la plus efficace. On endort les nerfs, point final. On obtient un effet péridural idéal dans 9 cas sur 10. Alors là, c'est pareil, 9 cas sur 10, ça comprend tous les centres qui font de l'obstétrique, les super spécialisés et les un peu moins spécialisés. Nous, c'est vrai que je pense qu'on est plutôt bien. Et on arrive à avoir la péridurale idéale parce qu'on a aussi les matériels avec la petite pompe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la pompe de référence pour avoir la péridurale telle qu'on la souhaite. Beaucoup de dames se sont plaintes sur les dernières décennies finalement d'avoir une péridurale qui était très forte où finalement elle ne gérait plus rien, elle ne sentait plus rien, elle n'arrivait pas à pousser. Donc ça justement grâce au dosage, à notre protocole, ça n'arrive pas vraiment en fait. Ça peut arriver quand on fait la première dose, mais finalement, on a des péridurales qui sont la plupart du temps assez légères en fait. Donc cet objectif, c'est d'avoir une douleur calmée, une motricité conservée, c'est-à-dire que vous pouvez et contracter les abdos et bouger les jambes normalement. Donc changer de position. Voilà, bouger les pieds, plier la cuisse sur votre ventre sans problème et conserver la plupart des sensations, c'est-à-dire le toucher, les contractions, le ventre qui se durcit, la sensation de la descente et du passage du bébé. Ça, c'est une péridurale telle qu'on la souhaite. Il ne faut pas l'idéaliser, c'est comme ça qu'elle doit être, c'est comme ça qu'on la souhaite. Dans un cas sur 10, elle est soit trop forte, donc là on perd les sensations, on va perdre les sensations des contractions, on peut avoir un engourdissement des jambes, ou bien elle va être trop légère, alors elle va on va avoir des douleurs qui persistent. Elle peut parfois être asymétrique, c'est-à-dire qu'elle marche très bien d'un côté et pas du tout de l'autre. Alors ça, c'est pareil. Quand ça arrive, il faut le dire, il faut prévenir, même si on vérifie un petit peu comment ça, un quart d'heure après, est-ce que l'efficacité est satisfaisante ou pas. Ça sert à rien C'est des choses qui se corrigent et ça sert à rien d'attendre des heures et des heures. Si après une réinjection, il y a toujours un problème d'asymétrie, on nous fait revenir, on défait le pansement, on tire d'1 centimètre, on refait le pansement et c'est fini et la péridurale est en place. Voilà. Et il y a aussi des cas où la péridurale est tout simplement inefficace. Là, c'est pareil. Une péridurale, ça doit être efficace. On a vu, c'est pas de la magie, ça n'agit pas en 2 minutes. Mais au bout d'1 heure, on doit avoir soit un réel changement, soit quelque chose qui n'est pas franc du tout. Dans ce cas-là, on réévalue et parfois, on la repose, cette péridurale, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit pas parfaitement efficace. Ceci dit, on a dit tout à l'heure que la péridurale jouait vraiment sur la composante sensorielle de la douleur, ce qui veut dire que la péridurale ne soulage pas les peurs, les angoisses, le stress qu'on peut avoir. Donc, il arrive des fois qu'on a des mamans
qu'il y ait des péridurales qui fonctionnent très bien au niveau technique, où on est sûr que les récepteurs sensoriels sont endormis, pour autant elles ont mal, mais parce que possiblement il y a d'autres choses qui leur font mal, qui sont plus des douleurs psychiques. Donc bien garder en mémoire effectivement que la péridurale n'endort pas les peurs et les angoisses. Donc c'est pour ça qu'il faudra y travailler dessus autrement, ne pas attendre tout de la péridurale non plus. Donc cette péridurale nécessite une surveillance, donc on met un scope, on prend votre tension régulièrement. On ne se lève pas, pourquoi? Parce qu'elle endort les récepteurs, notamment au niveau des pieds, des os, des articulations, qui disent comment vous êtes positionné. Il y a un risque de chute. Alors il y a certains centres qui ont suffisamment de monde pour permettre de marcher sous péridurale, mais ça nécessite qu'à chaque levée, il y ait quelqu'un avec vous qui vous porte, qui vérifie, qui voilà, vous soutient. Et ça, malheureusement, voilà, c'est pas possible partout. Les boissons sont autorisées, ça nécessite qu'on fasse des sondages évacuateurs régulièrement parce qu'on ne sent plus forcément l'envie de faire pipi. Et ça nécessite de changer de position parce qu'évidemment, vous savez que quand vous avez les jambes croisées, au bout d'un moment, peut-être ça vous fait mal, vous changez de position. Là, comme la douleur est abolie, eh bien, on ne va pas avoir le réflexe de changer de position. Et le risque, c'est de se blesser, de faire des points de compression ou de comprimer un nerf et d'avoir des soucis par la suite. Et puis, c'est pas parce que vous n'avez plus mal qu'il ne faut pas continuer à bouger pour aider bébé à descendre dans le bassin. Donc, ça reste important de changer de position, même avec une péridurale. Alors, un petit vrai-faux, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la péridurale, et que c'est parfois ceux qui la connaissent le moins qui la commentent le plus. Donc, sur quels sont les effets sur le travail obstétrical, sur la durée du travail, est-ce que ça augmente la durée du travail, sur la durée d'expulsion du bébé, sur le risque d'extraction instrumentale et sur le risque de césarienne, et est-ce qu'il y a des effets sur le bébé? Eh bien, sur la durée du travail, la durée du travail est peu ou pas prolongée. On remarque parfois même que poser une péridurale permet de passer un cap et de dilater un petit peu le col. Là, c'est pareil, c'est probablement une histoire un petit peu chimique. Le fait d'être enfin soulagé, d'avoir un grand sourire, de se reposer un petit peu, parfois ça peut aider le col à s'ouvrir. On lâche dans la tête et du coup, on lâche au niveau du col toutes les tensions. Ouais. Est-ce que la durée d'expulsion du bébé peut être allongée? Eh bien oui, c'est vrai, elle peut être allongée. D'autant plus et surtout, en fait, quand la péridurale est un peu dosée. Pourquoi? Parce qu'on a moins de sensations, moins envie de pousser, moins de force pour pousser. Voilà, ça c'est ce qui peut être le cas. Le risque d'extraction instrumentale n'est pas augmenté, en revanche. C'est pareil, hein, évidemment, si une péridurale où on ne bouge absolument plus les jambes. Le risque de césarienne n'est pas augmenté et il n'y a aucun effet sur le bébé. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on ne passe pas dans le sang de produits qui passent effectivement dans le sang et à travers le placenta, est absolument minime. Et ces produits, de toute façon, n'ont pas des fréquences cardiaques du bébé. Donc non, ça c'est quelque chose qu'on peut entendre péridurale sur le bébé, sur la santé du bébé. Les têtes, ces maux de tête sont absolument typiques. Tout le monde est très dépassé, c'est ça? Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Alors, c'est bon. Là. Parfois, ça peut provoquer une anesthésie très profonde du bas du corps. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ça, c'est lorsque le petit cathéter est posé à un endroit où il ne devrait pas être. On s'en rend compte très vite. Les risques d'infection, d'hématome, de traumatisme de la moelle ou d'une racine sont
vraiment très rare, c'est moins d'une péridurale sur 250 000. Il peut y avoir des douleurs au point de ponction. Ces douleurs, elles ne sont pas censées être intenses et elles peuvent durer maximum quelques semaines. Il peut y avoir une compression nerveuse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas changer de position, de ne pas avoir l'alerte de la douleur qui dit ne pas rester en tailleur pendant plusieurs heures. Et ensuite, il y a toujours ce problème de dos après l'accouchement. Alors, dans les grosses études, on montre qu'il n'y a pas plus de problèmes de dos sous péridurale que sans péridurale. En revanche, dans tous les cas, si vous avez des douleurs particulières, que ce soit des douleurs du rachis, des douleurs de sciatique après l'accouchement, nous, on recommande de consulter quand même, évidemment, votre médecin traitant. Et si ça persiste, qu'on n'a pas trouvé de solution, l'anesthésiste. Pourquoi? Parce que souvent, la réponse qu'on peut donner aux mamans qui ont mal au dos, qui ont une douleur qui persiste, c'est « Ah, ben, ça doit être la péridurale ». Or, la péridurale n'est pas censée provoquer des douleurs dans le dos importantes ou étranges après. Oui, hormis le point de ponction, mais hormis ce point de ponction qui est vraiment très, c'est 1 mm sur 1 mm, donc c'est vraiment le point de ponction. Et donc en fait, le risque, c'est de passer à côté de quelque chose qu'on pourrait traiter. Où vous n'auriez comme seule réponse que oh, bah, ça doit être la péri. Donc nous, on fait le point, on vous reçoit volontiers en consultation et puis selon notre examen, on peut vous orienter vers des examens complémentaires ou demander à un neurologue son avis. En tout cas, chercher à vous soulager. Voilà. Il y a des contre-indications, c'est le refus ou l'absence de coopération, des allergies, une infection du point de ponction, des problèmes de coagulation, des problèmes de conscience. Donc ça, vous voyez, ce sont vraiment des contre-indications qu'on ne rencontre que très rarement. Certaines maladies. Et c'est pour ça que dans tous les cas, on demande à vous voir avant parce que d'une part, on peut avoir une péridurale alors qu'on ne la souhaitait pas. Et dans ce cas-là, en urgence, faire le point sur tout ça, c'est difficile. Et dans les cas où on ne pourrait pas se permettre de vous poser une péridurale, proposer une alternative qui vous serait expliquée et avec laquelle vous seriez d'accord. L'alternative, hormis le fait d'utiliser toutes les autres techniques et ne pas avoir de péridurale, ça peut être d'utiliser un médicament dérivé de la morphine qui fait effet peu de temps, qu'on passe par une perfusion. Le problème de ce médicament, c'est qu'il y a un passage évidemment par le placenta et que ça nécessite donc une surveillance rapprochée et pour vous, mais également pour le bébé, que ce soit pendant la procédure et après sa naissance. Voilà. Ça se fait très bien, ça se passe très bien la plupart du temps, mais il faut être sûr que le bébé à sa naissance n'est pas trop endormi. Voilà. Quelles sont les conditions nécessaires? Mais évidemment, c'est d'être en travail ou en phase de déclenchement de travail. Ce n'est pas qu'une question de centimètres de dilatation. En cas de travail avancé, on peut quand même poser une péridurale. On va avoir une autre façon de faire. La seule chose, c'est qu'évidemment, en cas d'accouchement imminent, où il vous reste juste à pousser, ça a peu d'intérêt et puis c'est même quasiment infaisable. Et donc, voilà, on utilise une technique où on va faire une injection initialement et puis mettre le cathéter en place. Donc ça, c'est vraiment dans des situations particulières. Mais en tout cas, on peut poser la péri même à un niveau avancé. Jusqu'à très tard. Voilà, très tôt à très tard. Et est-ce qu'il y a des raisons médicales d'avoir une péridurale? Eh bien oui, dans certains cas, que ce soit les équipes d'obstétriciens, l'équipe d'obstétriciens ou l'équipe d'anesthésistes, va demander à avoir une péridurale, que ce soit pour la sécurité de la maman ou pour le bébé. Donc, ce sont les risques, les situations avec des risques majorés de césarienne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, par exemple, un bébé en siège ou une grossesse multiple, ou bien un retard de croissance, lorsqu'on n'est pas sûr que la naissance du bébé ou bien les contractions soient bien tolérées et se passent parfaitement bien.
Et puis aussi certaines situations très particulières, de maladies chez la future maman, par exemple des mamans qui ont des maladies cardiaques et qui, pour économiser en fait l'oxygène qu'elles utiliseraient à cause de la douleur, eh bien on met cette péridurale pour les protéger tout simplement de toutes ces modifications physiologiques qui peuvent être entraînées par la douleur. Donc effectivement, la plupart du temps, c'est la maman qui demande voilà, une péridurale, mais il peut y avoir toutes ces situations où ça peut être nous qui vous la proposons de manière voilà, plutôt médicale, on va dire. La troisième partie du travail, on a dit que c'était l'expulsion, donc la naissance de bébé. Là, les contractions sont très, très rapprochées, à peu près toutes les minutes, 2 minutes. C'est un temps qui est heureusement assez court, qui peut prendre de quelques minutes jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum, des fois quand c'est un premier bébé. Les sensations se sont déplacées. Là, c'est plus forcément le ventre qui fait mal, c'est plus le périnée. Et avec cette sensation de distension, puisque les tissus s'étirent, s'écartent pour faire place au bébé. Et s'ajoute à ça effectivement l'envie de pousser, puisque vous savez que le bassin, on l'a vu tout à l'heure, est courbé. Donc ça veut dire que le bébé va descendre en arrière sur le sacrum de coccyx avant de revenir en avant sur le périnée. Donc c'est pour ça qu'on a cette envie de pousser. Et finalement, le fait de pousser est quelque chose de réflexe et qui soulage, qui fait du bien. Donc, c'est une phase qui est plutôt, on va dire, plus facile à gérer en termes de sensations désagréables, puisque, on sait que c'est la fin, que bébé va bientôt arriver, que 2, quand on pousse, ça fait du bien, et que 3, on est encouragé par la personne qui accompagne, par la sage-femme, et que voilà, c'est la dernière ligne droite. Donc, c'est la période qui est, on va dire, le plus facile à gérer, puisque courte et positive. Alors maintenant, on va rapidement parler de la césarienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme anesthésie pour césarienne et pour d'ailleurs d'autres gestes chirurgicaux? 3 situations. Soit le cathéter de péridurale est en place. Dans ce cas-là, on injecte un produit un peu plus fort, on renforce la péridurale. Vous étiez en travail, vous aviez déjà la péridurale et puis finalement, la situation fait qu'on doit changer de stratégie. Dans ce cas-là, donc, on renforce la péridurale, vous allez ressentir un engourdissement au niveau du bas du corps. Il persiste quelques sensations, mais qui ne sont pas des sensations de douleur, c'est des sensations un peu floues, un petit peu vagues. Et le but étant toujours d'éviter une anesthésie générale. D'une part, parce que c'est quand même chouette d'être là pour la naissance de son bébé, et d'autre part, parce que endormir une femme enceinte, c'est toujours un peu plus risqué. S'il n'y a pas de cathéter péridural efficace, on fait ce qu'on appelle une rachianesthésie. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et en cas d'urgence absolue ou d'inefficacité, que ce soit de la péridurale ou de la rachianesthésie, on fait une anesthésie générale. C'est quand même très très rare d'avoir à faire ça. Alors la rachianesthésie, son objectif c'est toujours pareil, c'est de bloquer la transmission du signal douloureux. Elle provoque une anesthésie profonde du bas du corps qui est obtenue en quelques minutes, mais elle a une durée d'efficacité limitée, donc qui est entre 1 à 3 heures, donc c'est vraiment le temps d'une césarienne, d'un geste assez court finalement. Oui, parce qu'on n'a pas dit, effectivement, la péridurale, à contrario, une fois qu'elle est mise en place, elle dure autant de temps que vous en avez besoin. Voilà, si le travail injecte des doses dedans grâce au petit travail qui dure plusieurs heures, la péri sera efficace plusieurs heures, alors que la rachie, c'est vraiment un temps court. La rachianesthésie, donc c'est l'aiguille que vous voyez en bas. Vous voyez, on n'est pas au même endroit, on n'est pas dans les mêmes structures que pour la péridurale. On va injecter un produit dans l'espace sous-arachnoïdien, donc dans le liquide céphalorachidien, pour les termes très techniques. La technique, c'est toujours pareil, c'est dans le bas du dos, donc c'est une position assise ou allongée sur le côté. On désinfecte la peau, on utilise une aiguille très fine et on injecte un médicament. Et ensuite, on retire, on met un pansement et on se rallonge. Il peut y avoir des difficultés à uriner, ça c'est normal, on pose souvent une sonde urinaire, c'est temporaire aussi. Ça peut provoquer une baisse de tension artérielle qui se manifeste souvent par des nausées. Donc généralement, dès que la maman a des nausées, on vérifie la tension, on fait un petit médicament pour augmenter la tension artérielle et ça va beaucoup mieux. Il peut y avoir des maux de tête, c'est le même principe que quand on a des maux de tête après une péridurale.
Ça peut ne pas marcher, mais heureusement, c'est très rare. Et encore plus rare, les hématomes, infections, traumatismes suite à cette rachianesthésie. Et puis maintenant, on va parler de toutes les douleurs que vous pouvez ressentir après, une fois que vous avez accouché, parce que tout ne s'arrête pas à l'accouchement. Donc, votre utérus va continuer à contracter. On appelle ça des tranchées. C'est pas très joli comme terme, mais c'est comme ça que c'est appelé. Donc, c'est ces contractions qui continuent pendant les 2-3 jours après l'accouchement, qui permettent à l'utérus en fait de se refermer et de reprendre sa place. Donc, on vous donne de manière assez systématique, notamment les 2 premiers jours, des antidouleurs, donc comme du paracétamol, des anti-inflammatoires, qui sont compatibles avec l'allaitement, bien sûr. On peut rajouter du Spasfon si ça ne suffit pas. Voilà, c'est des choses qui vont passer dans les 2-3 premiers jours. Donc, on vous invite à prendre les médicaments de manière assez systématique au début, puis après de les prendre au coup par coup au besoin. Le périnée peut être sensible, effectivement, il s'est étiré, il y a potentiellement des points de suture, il peut être un petit peu gonflé, un peu endolori. Donc là, les anti-inflammatoires ont une très bonne efficacité. On peut vous rajouter des petites poches de froid, de sérum hypertonique spécifique pour en faire dégonfler et que ça soit moins sensible. Si vous allaitez, effectivement, les bouts de sein peuvent être sensibles parce que c'est des muqueuses très très fines et imprégnées d'hormones avec une stimulation très fréquente du fait des tétées nombreuses du bébé, pour laquelle la bonne position du bébé pendant la tétée est capitale, et on peut utiliser des crèmes, des pansements avec votre lait maternel, qui est appelé le colostrum, des petits coquillages, voilà, il y a plusieurs petites choses à mettre en place. C'est effectivement des douleurs assez fines en fait, et qui se résolvent très bien quand on met tout ça en place. Donc ça, on est là pour vous aiguiller pour éviter que ça arrive. La montée de lait, effectivement, qu'on ait décidé d'allaiter ou pas, peut se mettre en place et peut être sensible puisqu'on a une augmentation de volume des seins, une rougeur, chaleur, et du coup, là encore, les antidouleurs qu'on vous donne sont efficaces dessus. L'homéopathie marche très très bien. L'alternance de chaud et de froid, donc on vous donne des petites poches de chaud et de froid à mettre. Le chou, donc ça c'est le chou alimentaire, on utilise les feuilles de chou à mettre sur les seins directement pour faire dégonfler et faire passer cette sensation. Donc ça aussi c'est des choses, des sensations peu agréables mais qui durent peu de temps dans les jours qui suivent la naissance. Les hémorroïdes sont possibles, potentiellement vous en avez déjà en fin de grossesse et elles peuvent se majorer un petit peu ou alors apparaître le fait de pousser. Donc pareil, on vous donne des crèmes, des suppos, l'homéopathie qui marche très très bien. On a des sages-femmes qui font de l'acupuncture qui peuvent vous mettre les petites aiguilles en place pour vous soulager. D'ailleurs, on n'en a pas parlé pendant le travail, mais l'homéopathie et l'acupuncture sont aussi des choses qui fonctionnent assez bien et qu'on peut utiliser. Le bassin peut être douloureux, effectivement, ce bassin qui a beaucoup travaillé pour laisser passer le bébé, donc n'hésitez pas à amener des grands langes, des ceintures pour pouvoir vraiment ceinturer votre bassin, le serrer, le remettre en place assez vite, et surtout, on vous invite à aller voir dans les semaines qui suivent un ostéopathe pour retravailler, remettre en place tout ça. Et les jambes qui peuvent continuer à être lourdes, un peu gonflées comme elles étaient à la fin de la grossesse, qui pendant une dizaine de jours, voilà, ça peut rester encore. C'est le phénomène hormonal qui est toujours en jeu, et puis à la maternité, voilà, on piétine, il fait chaud, donc ça reste encore un petit peu gonflé. Donc on vous invite à mettre les bâtons en tension qui permet de soulager un petit peu cette sensation de jambes lourdes. Donc c'est toutes les petites choses que vous pouvez ressentir encore après une fois l'accouchement, mais qui se traitent assez facilement. Je voulais juste aborder rapidement la prise en charge de la douleur après la césarienne, parce que c'est un cas assez particulier. Les césariennes peuvent entraîner des douleurs chroniques. Ça arrive dans environ 15% des cas, toutes césariennes confondues, tous centres confondus. Et ces douleurs peuvent persister plusieurs mois. Les facteurs de risque, c'est d'avoir une césarienne sous anesthésie générale, mais c'est aussi et surtout d'avoir mal après la césarienne, les jours qui suivent la césarienne. Plus on a mal après le lendemain et le surlendemain de la césarienne, plus on risque d'avoir des douleurs chroniques. En 2017, il y a une étude qui a été présentée qui montrait que peut-être un allaitement de plus de 2 mois était un facteur protecteur de ces douleurs chroniques. On n'en parle pas énormément non plus, mais en tout cas, ça a été rapporté comme étant un facteur protecteur.
Le message, c'est que le niveau de douleur doit rester bas après une césarienne. Donc, quand vous êtes à la maternité, il doit rester bas. Ça ne sert à rien d'être courageuse. Pourquoi? Parce que vous devez pouvoir vous occuper sereinement de votre bébé, vous concentrer sur votre bébé et pas sur la douleur de cette césarienne. Et évidemment, pour éviter d'avoir mal plusieurs semaines à plusieurs mois après cette césarienne. Tous les médicaments que l'on vous prescrit sont compatibles avec l'allaitement. Nous, les anesthésistes, on est de garde sur place. Donc, on est absolument disponible pour refaire le point avec vous, rajouter des médicaments si ce qu'on vous a prescrit, qui est adapté à vous, mais si ce qu'on vous a prescrit n'est pas suffisant. Donc, n'hésitez pas, et une fois de plus, ça ne sert à rien d'être courageuse et de serrer les dents. Ça va rien vous apporter de bon. En fait, voilà, n'attendez pas que la douleur ait augmenté d'intensité, parce que plus la douleur est haute et plus elle est difficile à calmer. Alors, c'est vraiment important de démarrer dès le début, du couper l'herbe sous le pied avant que ça s'amplifie. Ce qu'on sait, c'est que si on tape fort au début, si on est très efficace sur la douleur dès le premier et le deuxième jour, généralement, la douleur ne s'installe pas. Donc, il vaut mieux prendre 1 ou 2 médicaments un petit peu forts qui, de toute façon, n'auront pas d'action sur le bébé. De prendre des médicaments un petit peu forts les 2 premiers jours et finalement pouvoir se passer de tout juste après, plutôt que de continuer pendant des mois à être obligé de prendre un paracétamol, un doliprane ou de l'ibuprofène. Voilà, c'est ça un petit peu le message. Ouais, du coup, en résumé, voilà, vous rappelez que la douleur, effectivement, on l'a dit, était un phénomène normal, un phénomène physiologique créé par le corps pour nous protéger et a fortiori normal pendant le travail. Vous rappelez que votre corps sait gérer la douleur, on en a parlé, hein, vous avez déjà des sécrétions d'endorphines qui se mettent en place, que vous allez prendre une position antalgique, que vous allez modifier votre respiration, toutes ces choses-là, vous l'avez en vous, vous savez faire. Donc faites confiance à votre corps, faites-vous confiance dans vos capacités pour gérer ce qui se passe. Vous gardez en tête effectivement l'influence capitale de l'environnement dans lequel vous allez être, donc votre environnement proche à la maison et avec votre accompagnant, et puis l'environnement aussi à la maternité. Donc c'est important effectivement de rencontrer l'équipe, de pouvoir visiter les locaux quand c'est possible, et d'être dans une ambiance vraiment calme, apaisante, voilà. Et puis surtout travailler sur toutes les angoisses que vous pouvez avoir, qui ne sont pas forcément liées à la grossesse d'ailleurs, qui peuvent être d'autres choses qui ressurgissent à ce moment-là. Et donc de penser à vous préparer, à vous informer, parce que plus voilà, on sait ce qui nous attend et plus c'est facile à gérer. Voilà, que toutes les aides non médicamenteuses sont capitales, et vous avez vu qu'il y en a quand même énormément. Le soutien est important, et finalement il y a une petite part laissée aux médicaments et aux techniques comme la péridurale pour finalement renforcer ce que vous aurez déjà mis en place pour vous soulager. Donc n'hésitez pas effectivement à discuter avec nous au cours de vos consultations et pendant le travail, et que c'est toujours un échange et qu'on va faire en sorte que ça soit le mieux adapté à votre situation à ce moment-là précisément. Voilà, puis ça c'était un petit logo de l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif étant de faire de votre accouchement un moment le plus positif possible, et finalement c'est le cas, c'est la douleur et la conclusion de tout ça. Le but étant d'avoir une bonne communication avec l'équipe, d'avoir quelqu'un qui vous soutient, qui est présent à votre accouchement, d'avoir pu élaborer des stratégies pour la prise en charge de cette douleur, pouvoir continuer à bouger, pouvoir avoir une prise en charge respectueuse des gens qui vont s'occuper de vous à ce moment-là. Voilà, et la dernière chose, c'était les résultats de l'enquête. Vous avez un questionnaire de satisfaction qui vous est donné lors de votre séjour sur 2019, parce que 2020 n'avait pas encore été décortiqué, mais sur l'année de 2019, il y avait 71% de mamans qui avaient répondu.
Et 82,7% se disaient très satisfaites de la prise en charge de la douleur, 12% satisfaites, et je crois qu'il y avait 1,8% pas satisfaites, et les autres n'avaient pas répondu. Voilà. Il y a 2 questions. Merci de votre attention. Oui, on va répondre aux questions. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que l'homéopathie est fournie ou il faut en amener? Alors, non, l'homéopathie n'est pas fournie par la pharmacie de l'hôpital. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez voir avec vos sages-femmes libérales ou avec nous pour qu'on puisse vous faire les prescriptions et que vous puissiez aller les chercher à la pharmacie et venir avec sans souci. Et après, la deuxième question, est-ce que l'usage du gaz méopare joue sur la production hormonale qui prépare notre corps à l'accouchement physiologique? Non, il n'y a pas d'action sur l'ocytocine. Non. Mis à part le fait que peut-être ça peut vous permettre de vous détendre un petit peu, de vous sentir un petit peu mieux et de vous relâcher et donc éventuellement de faire un petit peu avancer le travail. Mais c'est de manière très indirecte s'il y a un lien. Voilà, il n'y a pas de lien direct, non. Ce n'est pas le gaz qui dilate le col, non. Ni qui va empêcher les sécrétions d'ocytocine naturelles, ça ne joue pas du tout dans dessus. Voilà. Ouais. Vous pouvez demander s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Okay. On vous remercie de votre attention, puis on vous souhaite une bonne fin de grossesse.